Hello les geeks, c'est Aldric de Gay Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay Geek. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus particulière, j'avais envie de vous parler de doublage. C'est quoi le doublage? Pourquoi on parle de doublage sur cette chaîne? Vous l'avez déjà remarqué je pense, je fais du doublage amateur évidemment depuis 1 an et demi maintenant, hein. Merci à la crise Covid qui m'a permis de me reconvertir dans cette passion. Et donc c'est devenu quelque chose qui rythme mes journées et mon temps, vu qu'il n'y a pas une journée où je ne suis pas sur du doublage, où je ne dirige pas un projet de doublage, et où je ne suis pas lié à ce monde. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de donner quelques conseils à quelques personnes qui voudraient s'y lancer, et aussi parler un peu du milieu professionnel, de l'expérience que j'en ai, mais aussi des expériences que j'ai pu retenir des comédiens professionnels avec lesquels je travaille. Comment je suis tombé dans cette aventure? Tout d'abord avec le Digimon Adventure Fandom Project. Hey, Wargreymon est là. J'en parle régulièrement, mais c'est vrai que c'est un projet qui m'a permis de me lancer pleinement. Il faut savoir que de base, je le dis déjà régulièrement ici, mais j'ai un parcours de producteur de spectacles et artistique. Audiovisuel, clips et gros spectacles et petits spectacles. Donc ça a rythmé ma vie pendant 6 ans. Et je pense que cette expérience m'a permis d'obtenir toutes les cartes qui me servent aujourd'hui dans l'expérience du doublage, notamment dans la partie management. Aujourd'hui, un projet doublage, quand je suis arrivé sur Digimon Adventure Fan Project, il y avait tout à faire, il n'y avait rien du tout. François, mon comparse, avait les capacités techniques. D'ailleurs, je le remercie parce que depuis, il m'a formé sur pas mal de choses techniques que je ne connaissais pas. J'y viendrai plus tard dans la vidéo. Et moi, j'avais les capacités managériales de par mes expériences précédentes. Aujourd'hui, un projet doublage, vous ne faites pas ça tout seul si vous voulez vous lancer dans un projet d'envergure. Digimon, c'est reprendre la série complète, à savoir 54 épisodes de la première série, pour en faire une nouvelle adaptation française. Les raisons, elles sont diverses, mais c'est surtout pour être plus fidèle et plus proche de la VO japonaise, parce qu'aujourd'hui, la VF offerte par Saban en 2000 était un peu catastrophique, hein. Entre autres, aucune musique originale conservée, des doublages hasardeux, des adaptations au niveau des textes ridicules pour aller dans le ton comique. Bref, aujourd'hui, nous, on offre une toute nouvelle version. On nous a traités de fous. C'est impossible, vous y arriverez pas, au bout de 2 épisodes ça va se casser la tête, et en plus il faut recruter des dizaines et des dizaines de comédiens. Bref, on ne nous a pas pris au sérieux. Force est de constater qu'aujourd'hui en termes de production, au moment où je tourne cette vidéo, on est sur la production de l'épisode 40 sur 54, et la diffusion là suit son cours. Donc pour vous dire, on est quand même allé très loin, et il y a aussi une évolution dans notre procédé, dans notre manière de faire, dans notre jeu d'acting, et aussi dans notre technique depuis le premier épisode. Aujourd'hui, on regarde l'épisode 39, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait pu produire sur l'épisode 1. En parallèle de Digimon, force de constater que ça me plaisait beaucoup, parce que du coup, sur Digimon, j'officie donc un peu en tant que directeur artistique, donc je manage tous les comédiens, qu'ils soient pro ou non pro sur le projet. Faut savoir que Digimon, c'est 16 comédiens principaux, plus on est en tout 48 avec les rôles secondaires et figurants. Certains ont plusieurs rôles, mais nous, notre objectif était d'essayer d'offrir au maximum une voix par personnage. Donc sur certains secondaires, on a plusieurs voix qui viennent se répercuter, mais on est quand même au-delà des standards du milieu du doublage. Faut savoir qu'aujourd'hui, dans le doublage, si sur un projet notamment dessin animé, je prends Digimon en 2000, ils étaient 7 ou 8 pour faire toutes les voix de tout le monde. Et c'est un peu comme ça. Donc on va surtout aujourd'hui caster des rôles principaux. Sur les rôles secondaires et les voix tierces, on va redemander aux principaux de faire des modulations. Mais on va rarement aller au-delà. Une question de budget, hein, il faut payer tous ces comédiens, c'est compliqué. Là, sur le type de doublage amateur, l'avantage c'est qu'on ne paye pas. Tout le monde est bénévole, fait ça de manière passionnée et gratuite. Et donc ça nous permet aussi de toucher plus de monde parce que le milieu du doublage étant assez fermé, aujourd'hui le doublage amateur permet à tout le monde de s'y essayer si on en a envie. En plus de Digimon Adventure, donc on a développé de nouveaux projets, donc avec la Team Rainbow, que j'ai co-créé avec Discordia, je te salue ici au passage, pour du coup au début se lancer dans de nouveaux projets. Le premier projet a été faire les épisodes censurés et inédits de Pokémon en français. On a commencé avec l'épisode 18, Les beautés de la plage. C'était sympa, mais on en voulait plus, donc on a poursuivi. Donc là, on est sur l'épisode 35, la légende de Mini Draco. Et pendant tout l'été, on s'est essayé à faire des scénettes de tout type, de dessins animés, d'animés, de mangas, de films, de dessins animés, de Disney, bref. Et on s'est éclaté. Et donc, évidemment, l'envie de faire d'autres projets est venue. Notamment offrir des VF à des projets qui n'en ont pas. Je prends par exemple L'étranger de la plage, qui est un film d'animation sur lequel on travaille actuellement et qui du coup verra le jour, je pense, début 2022. Et on a aussi en prévision la première VF de la série animée Wotaku, qui est disponible sur Prime Video.
Voilà un peu sur le contexte, les projets et ce que l'on veut faire. Maintenant, comment on y parvient? Il faut savoir que faire du doublage amateur sur un projet de grosse envergure, donc une série complète, un épisode complet même ou un film complet, ça demande des moyens logistiques et techniques. Déjà, du monde. Managérialement parlant, il faut recruter du monde. Vous allez me dire, le premier poste auquel on va penser, ce sont les comédiens. On est d'accord, on va parler déjà des castings et de comment on recrute dans le milieu du doublage amateur. Pour les castings et pour les comédiens, tout simplement, il y a de nombreux réseaux qui permettent d'aller à la pêche aux gens doués. On a par exemple Casting Call Club, que je n'utilise pas personnellement, mais qui est assez réputé. On a des Discord sur le doublage. On a un Discord qui s'appelle Dubster, un autre c'est d'une voix, pardon. On a la confrérie de la table ronde, on a la bande rythmo. Bref, plusieurs Discord, dont je vais vous mettre les liens en dessous, qui sont liés au milieu du doublage amateur et qui vont vous permettre de passer des castings, de faire des annonces et de rechercher des gens intéressés pour rejoindre vos projets. Après, nous, personnellement, si je reprends l'exemple de Digimon notamment, on a surtout privilégié Facebook, les groupes Facebook, du Twitter et les réseaux personnels. Pourquoi? Avant même d'aller chercher dans le réseau du doublage amateur, on s'est dit ce serait intéressant, nous, sur Digimon, de recruter des personnes qui sont fans de Digimon, qui connaissent le produit, qui connaissent la chose, et qui vont pas arriver en milieu inconnu. Donc on a essayé de cibler ces gens-là, et évidemment, on a aussi ciblé des gens d'autres milieux, et on a eu la chance d'avoir différents professionnels qui sont arrivés sur le projet, soit parce qu'ils aimaient Digimon, soit parce que je les connaissais et que je leur ai dit hey, je lance un projet, viens me rejoindre, coucou Shannon, coucou Marion, coucou Niwa. Et donc ça nous permet de constituer une assez grosse équipe. Au niveau des comédiens, comment on les choisit? Déjà, il y a plusieurs critères. Évidemment, le jeu, l'acting, va en faire partie. Après, quand vous vous lancez sur ce type de projet, il faut vraiment verrouiller plein de choses et être sûr que vos comédiens seront assez solides pour tenir dans le temps. Je prends l'exemple de Digimon, on a commencé en juillet 2020, on va finir cette série en février 2021, 2022 pardon, donc on est quasiment sur 1 an et demi juste pour une série, alors que derrière on va enchaîner avec Digimon Adventure Twi, une série de 6 films avec les mêmes personnes, donc ils savaient dès le départ qu'ils étaient engagés pour à peu près 2 ans. Donc il faut être sûr qu'en cours de route, ils ne vont pas vous lâcher. Parce que s'ils vous lâchent, eh ben, il faut les remplacer. Et quand vous remplacez un comédien voix, il faut être sûr de pouvoir trouver une voix similaire qui ne choquera pas le changement de personnage. Coucou Taichi. Ça aussi, c'est une expérience vécue. En plus de l'acting et de la motivation, on va dire, il y a un critère qui est indéniable, le son. Est-ce que le home studio de ce comédien va permettre techniquement d'avoir un bon son? Attention. Nous ne sommes pas professionnels, nous n'avons pas de cabine de doublage à proprement parler qui va coûter 10 000 balles et qui va permettre d'insonoriser tout ça. Non, chacun a son home studio un peu à sa sauce. Vous voyez, le mien, c'est donc le bureau gaming de Joanne qui sert aussi de studio de doublage. On a la chance d'avoir du bon matos, un bon PC et une pièce qui nous permet de ne pas avoir d'écho, donc d'avoir un très bon son. Par contre, le micro ne fait pas tout. Pourquoi? Vous avez un très bon micro, mais vous avez un mauvais processeur au niveau du PC ou quoi que ce soit, vous avez juste un PC qui a 10 ans, un PC portable qui a 10 ans, ça va pas tenir la route, parce que du coup, lui, il va enregistrer du souffle, il va enregistrer du bruit, il va créer de l'écho là où il devrait pas y en avoir, donc ça va créer des problématiques. Autre problématique qu'on peut avoir avec le micro, ce sont les bruits ambiants, les chiens qui aboient, le bruit dans la rue, il y a des travaux, ce genre de choses. Si le micro est sensible, il va tout capter, et c'est problématique. Quand vous passez un casting, quand vous essayez de rejoindre un projet en tant que comédien, première chose, essayez d'être sûr que votre micro est clean. Si vous avez un doute, si vous ne savez pas, vous allez poser la question à quelqu'un d'autre. J'ai dans mon équipe des gens qui des fois ont de l'écho dans leur micro et ils ne s'en rendent pas compte. Moi, ça me paraît un peu improbable de dire mais comment tu fais pour ne pas te rendre compte de l'écho qu'il peut y avoir dans ton son? Eh ben non, il y a des gens pour qui ça reste assez flou et aussi savoir quelle est la dose techniquement parlant qui peut être corrigée. Car il y a un poste très important qu'il ne faut pas négliger dans les recrutements, ce sont les personnes techniques qui vont permettre de faire des miracles avec les pistes envoyées par les comédiens. Techniquement parlant, on va avoir au niveau du son, un mixeur qui va permettre de faire en sorte que tout soit beau, tout soit propre, tout soit joli et tout sonne comme un vrai son de télévision, de cinéma ou de produits d'animé qu'on pourrait retrouver directement sur une plateforme. Dans notre équipe, on a François qui excelle, qui est vraiment le génie du son, qui donne ses astuces et qui commence à former d'autres personnes, et qui vraiment apprend à recruter d'autres personnes, mais vraiment ça c'est un poste clé. Qui dit mixeur dit aussi sound design, qui peut être une autre personne. Recréer le sound design d'une scène, clairement vous allez en avoir besoin, parce que nous sommes des amateurs, nous n'avons pas accès aux VI. Les VI ce sont les versions internationales, ou instrumentales en fait, où ce sont par exemple la piste d'une série ou d'un film, avec tout sauf les voix.
Donc c'est-à-dire on a les bruitages, on a les musiques, on a les sons, on a les ambiances, mais on n'a pas les voix. Ça, à moins d'être dans un studio professionnel, on n'y a pas accès. Donc il faut tout recréer de A à Z. On a différentes solutions qui nous permettent de le faire. Donc il y a des petites astuces, donc recréation avec banque de bruitage, banque sonore, mais aussi on a des logiciels maintenant qui nous aident grandement. Je pense à Adobe Audition qui permet notamment quand c'est du 5.1, que c'est du film, d'isoler la piste son, de garder que le reste. Mais on a aussi une intelligence artificielle dont je vous mettrai le lien en description qui, alors c'est un petit abonnement de 1 euro ou 1 dollar par mois sur Patreon. Ça vous permet de faire des miracles parce qu'en fait vous pouvez mettre une piste son dedans et ça permet vraiment d'isoler, d'enlever les voix et de garder tout le reste. C'est à 90% fiable et efficace et ça permet vraiment d'avancer grandement dans la recréation sonore. Donc il faut quand même quelqu'un qui s'occupe de ça. Et techniquement parlant, il faut surtout et malgré tout des personnes pour faire des bandes rythmo. Les bandes rythmo, c'est très français. Aujourd'hui, en France, vous n'imaginerez nulle part un studio de doublage procéder sans une bande rythmo. Pourquoi ? Parce que c'est efficace et ça facilite grandement les choses. Donc c'est comme je le disais, quelque chose de français. Aux États-Unis, au Japon, par exemple, ils font souvent avec les textes à la main. La bande rythmo, c'est ce qui défile en dessous de votre écran et qui permet de faire le doublage voix de manière synchronisée avec la labiale. Ça, pareil, on a créé une technique, enfin, François a créé une technique dans notre équipe, donc là c'est sur After Effects, qui nous permet donc de créer ces fameuses bandes rythmo de manière assez rapide et efficace. Donc elles ne sont pas homologuées officielles, mais en tout cas, je vous en mets des exemples ici qui défilent. Elles font parfaitement le job pour ce que nous on a à faire. Dans notre équipe actuellement, François forme régulièrement de nouvelles personnes, on doit être peut-être 5 ou 6, mais il y a plusieurs étapes parce qu'en fait on peut faire tout seul. Moi actuellement, merci François, je suis formé pour tout faire tout seul, mais on essaye de déléguer pour que, un peu comme dans une chaîne de production, quelqu'un va faire le marquage, quelqu'un va faire le placement des noms et quelqu'un va faire le placement texte. Ça permet aussi de ne pas mobiliser pendant des jours et des semaines tout le temps les mêmes personnes sur les mêmes tâches. Ça, ce sont vos postes, on va dire, importants et primordiaux dans une équipe. Mais après, il y en a d'autres, parce que faire un doublage, c'est bien. Donc du coup, je reprends un exemple, on veut faire un épisode de Pokémon. Donc on a des gens pour faire les bandes rythmo, c'est cool. On a des gens pour faire donc du coup le sound design, c'est cool. On a quelqu'un pour faire le mixage, c'est cool. On a des comédiens, c'est cool. Ensuite, une fois que les comédiens ont enregistré leur piste, soit ils sont géniaux et ils vont prémonter leur piste directement sur les bandes rythmo et le travail est fait, soit vous avez quelqu'un d'autre, ou quelqu'un de l'équipe qui est déjà sur un autre poste, qui va donc faire le pré-montage son, le placement synchro pour vérifier que du coup, la personne qui va faire le mixage se retrouve bien avec, s'il y a 10 personnages dans l'épisode, 10 pistes différentes pour chaque voix, afin de lui faciliter le travail. Une fois que le mixage, que tout ça est fait, que l'épisode est sorti, nous, notre fonctionnement, c'est on va proposer une version test donc à l'équipe. Et dans l'équipe, on a des relous qui sont là pour vérifier à chaque fois que tout est good et qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a pas de problématique, afin d'avoir une version définitive et validée. Je reviens sur un poste aussi clé du doublage, la direction artistique. Aujourd'hui, en faisant appel à des comédiens amateurs ou pros à travers la France chez eux, on est sur du home studio. La direction artistique, elle se fait de manière très différente que quand c'est en studio. Je prends l'exemple, j'ai les deux à vous soumettre. C'est que pour tous les comédiens qui sont sur l'île, je leur propose très régulièrement, plutôt que d'enregistrer chez eux, de venir chez moi afin que je puisse les diriger et leur faire enregistrer directement. 2 points positifs pour eux, ils n'ont pas à gérer la technique, ils ont juste à venir se mettre devant le micro et lâcher leur voix, et surtout, ils ont directement le contexte et la direction. Donc c'est très rare que je doive leur faire refaire des choses, ou souvent quand ils vont faire quelque chose et que ça ne va pas, je leur dire non, je veux plutôt telle chose de telle manière, ils refont et ça va super vite. Alors que quand ils sont chez eux, ils s'autodirigent entre guillemets. Autodirigés, pourquoi ? Parce que il y a des moments, ils doivent aussi faire avec leur perception des choses, de la scène, mais il y a quand même une direction à nous, en tant que chef de projet, à apporter en amont. Je prends l'exemple d'une série, on va lancer une série, la personne ne connaît pas Digimon ou Pokémon, il faut les briefer sur leurs personnages, il faut les briefer régulièrement sur les scènes, sur le contexte. Ce que nous on opte comme solution aussi, c'est que souvent on leur laisse faire une première version, et quand je parlais des relous tout à l'heure, en fait quand on regarde la version test, là nous ça nous permet aussi de corriger le tir, d'avoir du matériel de proposer, ça nous permet de dire ok là c'est bon, là c'est pas bon, on va plutôt repartir dans cette direction, leur donner une direction beaucoup plus affinée à partir de la matière dont ils nous ont fourni.
Donc ça reste quand même assez important. Maintenant, vous êtes content, vous avez fait votre projet, vous avez déjà votre premier épisode et vous souhaitez le diffuser. Là vient d'autres postes qu'en général les gens de l'équipe vont prendre. Ça va être la communication, le marketing et la diffusion. Sur du projet amateur, soyons honnêtes, on est sur des flous artistiques et flous juridiques plutôt. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? C'est mystérieux parce que le droit à la parodie existe, hein, vous avez le droit de reprendre des œuvres et d'en faire une parodie. Par contre, pour ce qui est du fandub, bah on sait pas trop, parce que offrir une adaptation française à une œuvre qui n'en a pas, est-ce que c'est vraiment du vol? Non, c'est offrir quelque chose à un public qui le demande, réoffrir une nouvelle adaptation française plus fidèle, pareil. Donc toujours est-il que quand vous souhaitez diffuser, votre premier instinct il va être « Je vais sur YouTube, je vais mettre ma vidéo sur YouTube ». La plupart du temps, c'est mort, parce que les robots YouTube sont ultra efficaces et vont vous faire striker votre vidéo assez rapidement. Surtout si elle est licenciée, si dedans il y a de la musique et tout ça, et que c'est un épisode complet ou quoi, ça ne sera pas la bonne solution. Vous allez opter donc pour des solutions alternatives. Souvent, ça va être compliqué. Nous, on opte aussi pour Instagram. Bizarrement, Instagram, c'est assez libre avec le côté vidéo. Par contre, vous bridez sur un public, ça c'est évident. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on opte aussi pour du site internet. Je reprends l'exemple de Digimon. On lui a fait un site internet tout beau, tout neuf, sur lequel on va mettre donc les liens de diffusion des épisodes. On a donc la plateforme Mega, qui est géniale, qui permet de streamer ou de télécharger les épisodes dans plusieurs qualités. Donc, ça reste aujourd'hui notre meilleure solution, bien qu'on sait pertinemment qu'on aimerait beaucoup pour avoir accès à une plateforme comme YouTube pour faire de la diffusion, mais ce n'est pas possible. Après, vous avez tous les autres réseaux sociaux pour faire de la communication. On fait, nous, régulièrement des lives sur Facebook, qui nous permet de diffuser les épisodes. Pareil, tout ne passera pas. Digimon est une ancienne série, le robot Facebook est ok. Vous allez diffuser, je sais pas, un Disney ou un truc beaucoup plus récent qui appartient à Amazon Prime ou Netflix. C'est mort, à mon avis, ça sera striké et ça ne passera pas. Par contre, les réseaux sociaux sont ultra importants pour faire votre communication. Mais là aussi, attention. Facebook, clairement, n'est plus le réseau sur lequel vous pouvez communiquer. Les nouveaux algorithmes de Facebook font que quand vous avez une page, ça ne sera plus apparent, même si vous avez des abonnés. Je prends un autre exemple. Je prends l'exemple de GameGeek. Hein. On a à peu près 1400 abonnés sur la page Facebook. Et en fait, Facebook, maintenant depuis 2 ou 3 ans, ne veut pas que les gens aillent sur Facebook pour être redirigés vers d'autres sites. C'est-à-dire que moi, quand ma plateforme Facebook me sert à communiquer les articles du blog et les vidéos YouTube. Et bien Facebook il aime pas, et donc du coup l'algorithme va faire en sorte que ces publications-là n'apparaissent nulle part chez mes abonnés, et donc à moins que mes abonnés aillent d'eux-mêmes sur la page pour voir les choses, ils ne seront pas automatiquement ciblés par cette publicité, parce que visiblement les utilisateurs de Facebook préfèrent avoir du contenu de leur famille et de leurs proches plutôt que du contenu appartenant à des pages. Donc les pages Facebook c'est un peu mort, surtout si vous souhaitez partager du lien. Donc voilà, faites-le, mais ça n'ira pas très loin et ça ne servira pas à grand chose. Twitter, on est un peu sur le même procédé, mais Twitter, il faut avoir aussi un public, et donc du coup, ça demande beaucoup d'investissement pour tout doucement créer son propre public, et vous n'allez pas cartonner du jour au lendemain, hein, c'est vraiment une question de plusieurs mois, voire des fois d'années. Et on a Instagram qui des fois peut buzzer un peu plus vite, mais pareil, c'est aussi toute une machine à mettre en route, d'aller voir d'autres profils qui font la même chose que vous, qui vont être intéressés. Vous faites un épisode de Pokémon, allez vous abonner à des profils de fans de Pokémon, de gens qui font du Pokémon, qui aiment du Pokémon, pour vous faire connaître un petit peu, mais ça va être très long. Et vous avez également la possibilité de partager vos projets dans les différents Discord qui sont là pour le milieu du doublage amateur. Pareil, ça ne va pas forcément intéresser tout le monde. Je prends l'exemple, encore une fois, de Digimon. On fait Digimon, ça intéresse les gens qui aiment Digimon, mais c'est tout. Donc on a opté pour des publicités, en tout cas pour du partage de notre contenu, sur des groupes Facebook Digimon, sur des Discord Digimon. Mais là aussi, il faut aussi encore que les personnes passent l'a priori fandub pour aller se lancer dans l'aventure et aller regarder, parce que aujourd'hui, moi personnellement, il y a 1 an et demi, quand on m'a parlé de fandom, j'avais une image très négative, connotée très ouais mais le son est pourri, ouais mais c'est fait vite fait, ouais mais du coup, enfin bref, on a du mal à s'y accrocher. C'est vraiment l'image que j'avais, et je pense que tous les comédiens de mon équipe avaient aussi cette image là, et fort heureusement, la magie de François a opéré et a montré qu'on pouvait faire ça de manière beaucoup plus professionnelle. Amateur versus professionnel, évidemment. Quand on fait du doublage amateur, on rêve tous un jour, à un moment, de pouvoir atteindre la partie professionnelle. On va être honnête, on va redescendre sur Terre, ça sera quasiment impossible. C'est pas en faisant des projets amateurs et en vous mettant en scène et en vous mettant un peu à droite à gauche que vous allez être repéré.
Non, parce que le milieu professionnel reste extrêmement fermé. Aujourd'hui, pour être comédien de doublage, comme le dit le mot comédien, il faut être comédien. Et donc, la plupart du temps, avoir fait une école de théâtre. Je sais, il y a de très rares exceptions où ils n'ont pas fait l'école de théâtre, mais c'est ça. Avant, il y avait cette possibilité d'aller en studio pour, quand on connaissait quelqu'un, un ami comédien ou autre, pour aller regarder ce qui se passait, pour assister à du doublage et avoir peut-être la chance de nous dire «Ah tiens, toi, viens faire une petite voix parce qu'on a besoin d'une figuration ou quoi», et de se faire connaître de cette manière-là. Aujourd'hui, la crise Covid à bon dos, mais a fait que ben, ça c'est fermé et tout est ultra sécurisé. Donc on n'entre pas dans ce milieu comme ça. Surtout que les directeurs artistiques, quand ils sont sur un projet, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller appeler leurs potes, tout simplement. On leur dit voilà, t'as une nouvelle série, donc tu dois diriger pour tel truc, t'as 10 personnages. La directrice artistique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder les voix, ok, bah je connais telle personne, telle personne, telle personne. Elle va appeler les comédiens avec lesquels elle a déjà travaillé. Elle va leur dire bah tiens, viens, j'ai un projet pour toi, ils vont venir. Et voilà, c'est du réseau et ça fonctionne toujours comme ça. Et on y entre extrêmement difficilement. Aujourd'hui, il y a des studios qui sortent de Paris, parce que ça c'est très milieu parisien, qui ouvrent en région. Mais pareil, pour y accéder, c'est un peu la croix et la bannière. Et si vous n'êtes pas dans du réseau et si vous n'allez pas serrer des mains, rencontrer des gens et de différentes manières, ça va être très compliqué pour vous d'atteindre le Graal de faire du doublage en professionnel. Après, je me dis que les professionnels en ce moment, en tout cas de ces derniers temps, voient un peu d'un mauvais œil le milieu amateur. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, faire du doublage comme ça, tel qu'on le fait aujourd'hui, en amateur, c'était impossible. Les bandes rythmo, il n'y en avait pas, c'était dur d'en trouver, on n'en trouvait pas. On pensait pas qu'on aurait pu les créer soi-même. Le sound design, la recréation sonore, c'était pas aussi accessible que ça ne peut l'être aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand je regarde autour de moi, que ce soit avec nous, hein, la Team Rainbow et tout ça, mais aussi dans d'autres petits groupes que je regarde autour de nous, c'est beaucoup plus accessible. On sait faire de la bande rythmo nous-mêmes, on sait faire du sound design nous-mêmes, on peut recruter à droite à gauche différents comédiens, pros ou amateurs, ils peuvent s'équiper avec des micros, avec du matos, et on peut faire tout un projet, une série complète, en home studio, aussi professionnellement que les professionnels. Et je pense que là, si j'étais producteur dans ce milieu-là, en tout cas c'est mon cœur de producteur, ancien producteur qui parle, je me dirais, oh là là, il y a un truc vraiment à faire là-dedans, parce que clairement, hein, louer un studio, ça coûte de l'argent, les locaux, ça coûte de l'argent, et bah ouais, il y a peut-être en tout cas une ouverture qui va se faire dans les prochains mois, dans les prochaines années, et laisser un peu plus de place à des inconnus d'entrer en scène et de briller. Je pense que ça ne fera pas plaisir aux professionnels qui vont peut-être avoir peur que leur métier est menacé, alors que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et que avoir de nouvelles voix, ça ne peut être que intéressant. J'aimerais aussi parler de la plateforme TikTok. Pourquoi TikTok? Parce que j'avais vu un article il y a quelques temps qui disait que beaucoup de comédiens de doublage étaient sur TikTok. Je me suis dit tiens, pourquoi pas, on va essayer. Je me suis amusé à lancer quelques vidéos comme ça où du coup je me filme en train de faire du doublage. Donc, et puis je mets la fameuse vidéo sur TikTok. Et force est de constater que je parlais de publicité et d'atteindre des gens rapidement. TikTok, c'est le meilleur moyen. Je ne comprends pas comment fonctionne cette plateforme, mais c'est un peu une arnaque. Pour moi, j'ai l'impression d'être un escroc là-bas. En 2 ou 3 semaines, j'ai gagné 500 abonnés, j'ai des fois des dizaines de milliers de vues sur certaines vidéos, je buzz, de façon de parler, hein, à mon petit niveau, mais de manière très rapide, j'ai des commentaires, j'ai des gens qui s'engagent envers moi, ça me fait extrêmement plaisir, mais c'est quelque chose que il n'y aura jamais, ni avec Facebook, ni avec Instagram, ni avec Twitter. Donc là-dessus, plutôt positif, plutôt très cool même. Donc voilà, une plateforme où il faut y aller si vous voulez faire du doublage et vous amuser, c'est évidemment sur TikTok. Et enfin, est-ce que ça prend du temps de faire tout ça, de manager un projet, de manager du doublage, ou d'en faire tout simplement en tant que comédien? Oui, soyez honnêtes, ça va impacter sur votre vie privée. Pourquoi? Parce qu'en général, on fait ça à côté d'un emploi, d'une vie, de quelque chose. Moi, j'ai eu la chance pendant 1 an et demi, enfin la chance. Pas la chance, mais en tout cas, j'ai été sans emploi parce que j'étais avec le déménagement Bordeaux-Lille, l'arrivée à Lille et tout ça. J'ai toujours pas retrouvé un emploi. C'est en train de changer actuellement, donc j'ai avoir beaucoup moins de temps. Donc j'ai eu la chance d'être à 100% disponible pour être sur ça, et ça me prenait clairement, c'était un 35 heures au minimum par semaine, parce qu'il y a toute une gestion énormissime, humaine, à avoir. Plus vous avez un gros projet, plus il y aura de gens sur le projet. Plus il y a de gens sur le projet, plus il faut les gérer. Et il faut être super cadré. Moi, mon pôle de départ, ça a été, je vous considère comme des professionnels. Parce que c'est que comme ça qu'on va avancer. Je prends encore une fois l'exemple de Digimon.
il y a des deadlines, il y a un rythme à tenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va poster une bande rythmo le vendredi, on va leur dire « Ok, voilà, vous avez 10 jours, c'est entre 7 et 10 jours, pour nous rendre le rendu. » Ils ont des deadlines qui leur sont imposés. Ils nous rendent la piste son. Une fois que la piste son est rendue, la semaine qui suit, on sort la version test. La version test est sortie, on leur dit s'il y a des retouches à faire. En parallèle, ils sont déjà sur le doublage de l'épisode suivant. Pareil avec les autres projets. On est vraiment obligatoirement dans la deadline. Sinon, quand vous avez 20, 25 comédiens, voire plus, on était sur l'arc Vendémon, où des fois on avait 30 personnages par épisode, s'il n'y a pas une machine de guerre qui se met en route, votre projet, il va stagner. Et par rapport à ça, si vous dirigez ce type de projet, soyez directif. Prenez-les comme des professionnels et faites une différence entre la partie humaine, la partie amicale, la partie on est potes, parce que c'est aussi une aventure humaine où on devient pote, et la partie professionnelle. Aujourd'hui, ils se sont engagés sur un projet, ils doivent respecter le projet sur lequel ils sont engagés. Sinon, eh ben, il fallait pas le faire, et il y avait d'autres gens derrière qui auraient pu avoir le rôle, et qui avaient... parce que voilà, aujourd'hui, des motivés, des personnes motivées pour faire du doublage en France, vous allez en trouver des dizaines et des dizaines. C'était la petite aparté que je voulais vraiment souligner, parce que beaucoup de projets, je pense, ambitieux, n'ont pas décollé ou se sont arrêtés au bout d'un ou deux épisodes ou très rapidement parce qu'il n'y avait pas cet engagement et cette motivation commune. Pareil, pour fédérer votre équipe, moi c'est ce que je fais, on crée du lien social, on a des groupes Messenger, on a un Discord personnel, on essaie de se faire des rencontres de temps en temps, une grosse rencontre avec tout le monde une fois par an, des petites rencontres tout au long de l'année, parce que plus il y aura du lien dans cette équipe, plus ils vont se motiver et plus ils vont être à fond derrière vous sur votre projet. En bref, voilà, je rêvais de faire du doublage, j'en ai fait, je m'amuse beaucoup, je continue, je n'arrêterai pas. Donc je vous le disais, on a plein d'autres projets qui vont popper tout au long des prochaines semaines et des prochains mois. J'espère que vous serez toujours là pour les regarder et pour me suivre et pour nous suivre. Donc je remets toujours les liens, hein, donc Digimon Adventure Fandom Project, la Team Rainbow aussi, tous les liens sont dans la description pour nous rejoindre. Mon TikTok, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et puis bah, je vous dis à très bientôt sur GameGeek pour une toute autre vidéo sur un tout autre sujet. Salut les geeks!